Radio Grand Lac, c'est votre radio. C'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com ou Radio Grand Lac, votre application sur smartphone. Et également, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Tous les replays sont disponibles. Et cette semaine, vous aurez normalement double ration de replay pour la 16/9e, puisque vous aurez le replay de la semaine dernière où nous avions rendu hommage à Gene Hackman, et vous aurez le replay de cette semaine. Et ce soir, nous avons une équipe au complet. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent, bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Je sais que nos replays en tout cas sont écoutés. Je fais un petit coucou à Loris, un comédien que j'ai rencontré lors de mon précédent tournage et qui a dit qu'il suivrait attentivement maintenant notre émission. Génial, le cercle s'agrandit. Exactement. Voilà. Et moi je fais un coucou à Eva Green qui écoute peut-être nos replays, mais est trop timide pour me le dire. Voilà. C'est cela, oui, c'est cela, oui, c'est ça. Mytho. Et puis du coup ce soir, gros programme très 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 chargé, puisque en termes de sortie de la semaine, en première partie, nous avons 11 films, sans compter les films proposés par nos amis Cinéphilex. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous ont donné nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Et là, on a vu du film. On a vu Mickey 17, on a vu Le Secret de Khéops et on a vu Black Dog. Donc du film américano-coréen, voilà, du film chinois et du film français. Donc là, dans des genres un peu différents en plus. Ah, même totalement, oui. On a fait notre devoir. Totalement. Et puis, en dernière partie, nous accorderons un focus sur un réalisateur très connu, mais finalement peu évoqué, je trouve. Il reste toujours un peu dans l'ombre. C'est vrai. Ces films sont connus, mais pas lui. Je pense que c'est ça. Steven Soderbergh, il y a des gens qui vont dire... Ocean's Eleven, ils vont faire « Ah ben oui, bien sûr !» Et voilà, Steven Soderbergh, qui est le réalisateur dont vous avez forcément vu un film, puisqu'il a réalisé 35 films en 30 ans. Ouais. Voilà. En fait, oui, on connaît pas, mais si tu dis un film de lui, les gens disent ah oui, d'accord. Donc, on va pouvoir évoquer tous ensemble le parcours, la carrière de ce réalisateur en dents de scie, puisque il avait dit qu'il s'arrêterait et puis finalement il s'est pas du tout arrêté. Donc, je pense que ça a dû changer le mode de production, je pense, un petit peu. Oui, je pense que c'est le réalisateur plaisir là. Oui, mais sans plus tarder, top chrono, parce que là, il y a 11 films. Il y a 11 films à évoquer ce soir. On va commencer par la plus grosse sortie de la semaine, mon cher Guillaume. Et bien justement, The Insider, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, donc de Steven Soderbergh, avec Cate Blanchett, Michael Fassbender et Pierce Brosnan, de retour dans l'espionnage. Alors, George Woodhouse et sa femme Catherine sont des légendes de l'espionnage. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime, son mariage ou la loyauté envers ou son pays. On écoute un extrait. Et on sait ce qu'on fera, et il y a certaines choses dont on ne parle plus jamais. Je la surveille, et je pars du principe qu'elle me surveille aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est vrai? Oui. Voilà, ambiance. Tout le monde surveille tout le monde. Ça donne envie, en tout cas. Moi. Oui, ça. Oui. Il y a un bon budget promo, c'est que le film doit être bon, je pense. Et le casting est bon. Enfin voilà, ça donne très film envie. D'ambiance. Autre sortie. On ira, disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, de Enya Barou, avec Hélène Vincent, Pierre Lotin et David Ayala. C'est Marie, 80 ans, qui en a ras-le-bol de sa maladie, et elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un aide-soignant, tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. On écoute un extrait. La notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Tu ne voulez pas mentir comme ça? Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible.
Ils ont un gros problème de communication. Voilà, donc c'est... Comédie sur un sujet dramatique qui est l'euthanasie. Voilà, comédie dramatique réalisée par Enya Barrow, qui est donc la fille de Olivier Barrow. J'étais en train de vérifier justement ça. Tout à fait. Donc, Ok. Et qui en est pas à son premier coup d'essai, j'ai l'impression, au niveau des films. Non, oui, c'est son deuxième film. Deuxième film. Voilà. Donc, pourquoi pas. Autre sortie, c'est aussi une comédie, c'est Délocalisé, disponible au Toile du Lac et au Pâté, réalisé par Ali Bougueraba et Redouane Bougueraba, avec Redouane Bougueraba et Vanessa Guide, et aussi Josiane Balasco. Le jour où Redouane va obtenir sa promotion et enfin passer contre-maître, il apprend que l'usine de matelas où il travaille est délocalisée en Inde. Bien décidé à conserver sa promotion, il accepte de partir tout en ayant la garantie d'être payé double et emmène avec lui Marguerite, sa compagne. Une fois sur place, il découvre que son patron l'a dupé et sera bien payé double, mais en roupies. Furieux, il décide de se venger en enseignant aux équipes le meilleur des droits sociaux français, grève, manifestation et RTT, avec pour seul objectif de renverser son patron. On écoute un extrait. L'administration a pris la décision Qu'est-ce qui se passe? il n'y a plus rien, de délocaliser notre site en Inde. En Inde? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double? On parlait! La plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie. Et ben, il a réussi à trouver pire. Avec mon salaire, on va vivre. Voilà. J'aime bien cette réplique. Bizarrement, ça m'a fait rigoler à la bande-annonce. J'en suis le premier surpris. Non, bah encore une comédie sur un sujet social un peu dramatique quand même. Ouais, mais c'est marrant s'ils vont mettre le bazar dans un autre pays. Ouais, c'est Tu vois, pas mal. ça change un peu, je trouve. De voir le système français implanté ailleurs, ouais. Autre sortie, mon cher Guillaume. Parthénope, qui sera disponible au Toile du Lac, au Victoria et à l'Astrée de Paolo Sorrentino, avec Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli et Gary Oldman. La vie de Parthénope de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Une épopée féminine dépourvue d'héroïsme et éprise de liberté, de Naples et d'amour. Les amours vrais, indicibles ou sans lendemain qui vous condamnent à la douleur, mais qui vous font recommencer. Le parfait été à Capri d'une jeunesse insouciante malgré un horizon sans issue. Autour de Parthénope, les Napolitains, scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie que l'on suit dans leurs dérives mélancoliques, leur ironie tragique et leurs moments de découragement. Pas d'extrait puisque... C'est la Commedia dell'arte. Voilà, alors ça donne envie, mais alors par contre le synopsis c'est un fourre-tout. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, mais ils ont tout mis. Voilà. Le mec il s'est lâché, je dis allez, tout le monde s'en fiche des synopsis. C'est la note d'intention au producteur, on dirait. Ouais, c'est ça. Non, mais Par en tout contre, cas, il y a une très belle ambiance dans la bande-annonce, je trouve. Hein, et puis franchement. l'affiche est sans doute la plus belle affiche que j'ai vue depuis un certain temps. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, quoi. C'est très 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 alléchant. Autre sortie, Vincent. Berlin, été 42, qui est disponible Victoria et l'Astrée, de Andreas Dresen avec Liv Lisa Fries, Alexander Scheer et Emma Bading. Ça se déroule évidemment à Berlin, à l'été 42. Alors que la guerre fait rage, Hilde rencontre Hans, elle tombe amoureuse de lui et s'engage à ses côtés dans une lutte clandestine contre les nazis. Le temps d'un été, Hilde vivra l'exaltation d'une jeunesse qui refuse de subir l'histoire, une jeunesse prête à mourir pour ses idées. Et il n'y a pas de bande-annonce non plus. Pas de bande-annonce, mais pourquoi pas. Ça donne envie également de voir la Seconde Guerre mondiale du prisme de la jeunesse allemande. Ouais. Je suis beaucoup en recherche justement de films de guerre du côté allemand ces derniers temps. Donc voilà. J'aime bien, justement. Autre sortie, c'est la grosse surprise. Oui. C'est The Last Showgirl au Victoria, réalisé par Gia Coppola, qui est donc la nièce, si je me trompe pas, de Francis Ford Coppola. Oui. Si je suis pas perdu dans la généalogique. T'as qu'à dire un membre de sa famille. Comme Ça doit être la fille comprend de pas. Talia Shire, si je dis pas de bêtises. Possible. Donc réalisé par Gia Coppola avec Pamela Anderson, Dave Bautista et Kiernan Shipka. L'histoire de Shelly, une danseuse de cabaret expérimentée qui doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite donner à sa carrière. Et en tant que mère, elle cherche à réparer une relation tendue avec sa fille, qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa famille d'artistes. Donc voilà, c'est le grand retour de Pamela Anderson. Attention, alerte, pas à Malibu, mais... C'est donc la fille de son fils qui était décédé, Giancarlo Coppola. D'accord.
D'accord. C'est la petite fille de Francis Ford. C'est la petite fille ah oui, et donc c'est la nièce de Sofia Coppola. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, on avait abordé d'ailleurs ce côté familial chez Francis Ford Coppola, même dans la réalisation de ses films, à l'occasion. Qui repartira en tournage, visiblement. Oh, Megalopolis 2. Parce qu'il n'a plus une thune, il a dit. Ah, bon, en tout cas, The Showgirl, ça donne envie. Hein. Pamela Anderson, elle s'est vraiment très très investie. Elle est passée à ça d'être nommée aux Oscars. Donc pourquoi pas. Dave Bautista chez Coppola, je suis vraiment curieux. Oui. Autre sortie. La convocation de Halfdan Ullmann-Tondel avec Renate Reinsve, Hélène Dorit, Peterson et Endre Elstvedt. À tes souhaits. Oui, merci. Lorsqu'un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et John sont convoqués par la direction. Mais tout le monde a du mal à expliquer ce qui s'est réellement passé. Les récits des enfants s'opposent, les points de vue s'affrontent jusqu'à faire trembler les certitudes des adultes. C'est bien la peine d'avoir un casting comme ça pour appeler leurs enfants Armand et John. Mais par contre, j'ai très envie de voir ce film parce que l'actrice principale, Renate Reinsve, qui du coup est une actrice norvégienne si je me trompe pas, et qui avait joué dans le très très bon film Julie en 12 chapitres, ou aussi récemment dans la série Apple TV Désignée coupable, où elle jouait la victime, Caroline Polymus, la maîtresse de Jack Gyllenhaal. Oui. Donc voilà, une actrice à suivre. Autre sortie, vers un pays inconnu, sortant, au Victoria seulement, de Madi Fleifel avec Mahmoud Bakri, Aram Sabag et Mohamed Al-Surafa. Shatila et Reda sont deux cousins palestiniens réfugiés à Athènes. Ensemble, ils multiplient les combines pour rassembler une importante somme qui leur permettra d'acquérir de faux passeports, sésame vers l'Allemagne où ils rêvent de pouvoir enfin construire leur vie. Mais cette quête les pousse à franchir leurs limites, laissant derrière eux une part d'eux-mêmes dans l'espoir d'un avenir meilleur. Pas d'extrait non plus. Et puis un sujet d'actualité. Très d'actualité également. Donc il y a quand même pas mal de films avec des sujets d'actualité. C'est vrai. L'autre sortie, c'est un documentaire, Black Box Diaries, sorti au Victoria, qui était nommé dans la catégorie meilleur documentaire aux Oscars. C'est réalisé par Shiori Ito. Et l'histoire est de Shiori Ito, puisque depuis 2015, cette dernière défie les archaïsmes de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant proche du Premier ministre. Seule contre tous et confrontée aux failles du système médiatico-judiciaire, la journaliste mène sa propre enquête, prête à tout pour briser le silence et faire éclater la vérité. Vaste débat et toujours d'actualité, encore une fois. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir le traitement du coup de l'agression. On a perdu Guillaume. Ouais, non, mais je cherche même pas parce que je sais que je vais mourir de rire. Faut pas le regarder. Ne regarde pas. De voir du coup le sujet. Je suis pas d'or pourquoi, mais bon. Le sujet de l'agression sexuelle au Japon, puisque finalement on en a entendu peu parler. C'est vrai. Tout à fait, c'est quelque chose qui est assez tabou. Qu'est-ce qui t'a fait manifestement j'ai bien on va. T'as cru entendre Chioli, c'est ça? Voilà, c'est lié à ça, oui, en effet, mais bon. Bon, bah, vas-y, c'est toi le prochain. Reine mère de Manel Labidi avec Camilla Jordana, Sofiane Zermani et Damien Bonnard. Amel est un personnage haut en couleur. Elle a du tempérament, de l'ambition pour ses deux filles, une haute estime d'elle-même, ça la changera pas, et forme avec Amor un couple passionné et explosif. Malgré les difficultés financières, elle compte bien ne pas quitter les beaux quartiers, mais la famille est bientôt menacée de perdre son appartement, tandis que Mouna, l'aînée des deux filles, se met à avoir d'étranges visions de Charles Martel après avoir appris qu'il avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Amel n'a plus le choix, elle va devoir se réinventer. On écoute un extrait. J'ai pas compris. Qui t'a poursuivi? Mouna a cru qu'elle était poursuivie par Charles Martel. Tu dois pas aller souvent en cours de PS, toi, hein? T'es parti avant moi, je suis arrivé avant toi. C'est celui qui arrêta les Arabes en 732. Pardon. Les Arabes. Vous êtes au chômage ou sans activité? Ça peut être drôle. Ce sera disponible uniquement à la Stray. No comment en ce qui me concerne. Mais j'aime pas du tout Camilla Jordana. J'aimais bien dans le brio. Non, mais comme actrice, ça va, mais en fait, la personne, j'aime pas du tout. Mais je t'avoue que Damien Bonnard en Charles Martel dans une Twingo, ça a l'air quand même quelque chose, quoi.
Après, le fait que ce soit distribué que, tu vois, dans un petit cinéma. Après, vu l'embouteillage qu'il y a cette semaine, ça peut se comprendre. Autre sortie, mon cher Vincent, Alors, film Dounia, d'animation. Le Grand Pays Blanc, disponible à Astrée, de Maria Zarif et André Caddy. Après Dounia et la princesse d'Alep, les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d'étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d'adoption, le Canada. Entourée de ses grands-parents et de son amie Rosalie, elle affronte de nouveaux défis, le froid mordant de l'hiver et une nouvelle culture jusqu'alors inconnue. Plus que jamais, Dounia est convaincue que les battements de son cœur guideront le retour de son père jusqu'à elle. Voilà, donc un petit film d'animation pour les petits. Hein. C'est ça a l'air moyen métrage. Ça a l'air mignon. Et puis, du côté de nos amis cinéphilex, Mon gâteau préféré, qui sera disponible au Victoria et qui passera tous les jours, qui était un film qu'on avait déjà évoqué parce qu'il était passé à l'Astrée il y a 2-3 semaines, il me semble. C'est réalisé par Mariam Moghadam avec Lily Faradpour, Esmaël Merabi et Mansour Ilkani. Histoire de Maïn qui a 70 ans et qui vit seule à Téhéran. Bravant tous les interdits, elle décide de réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Farah Mars, chauffeur de taxi. Leur soirée sera inoubliable. Attention. Je me demande toujours quand tu vois le titre, quand tu dis je vais aller voir mon gâteau préféré, tu vois. Comme titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Et puis on rappelle quand même que le vendredi 28 mars, il y aura la soirée du film court au cinéma Victoria à 20h, entrée gratuite. C'est organisé par l'association Catra que nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le mardi 25 mars. Et la soirée du film court, c'est la présentation d'une douzaine de courts-métrages qui mêlent à la fois de l'animation, de la fiction, du documentaire, dont la rénovation du théâtre du Casino. Donc voilà, courez-y ce vendredi 28 mars, 20h, Cinéma Victoria, entrée gratuite. Voilà, vous saurez tout. On continuera à vous faire l'annonce de cet événement à venir. Et puis du coup, nous avons fini de présenter toutes les sorties de la semaine. On a fait un sacré marathon là. Et étant donné que cette émission est consacrée à Steven Soderbergh, on va s'écouter Feels Like the First Time de Foreigner, tiré du film Magic Mike, l'un des films préférés de Guillaume, du réalisateur Steven Soderbergh. On en reparlera en fin d'émission. D'ici là, on s'écoute Foreigner. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et puis après avoir évoqué nos sorties de la semaine, nous allons évoquer désormais avec Guillaume et Vincent nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, qu'est-ce que nous avions conseillé préalablement et qui est toujours disponible en salle, toujours certaine. Eh ben, Sonic 3, toujours. Un ours dans le Jura, toujours. Paddington au Pérou. Le Brutaliste aussi. Et le film L'Attachement. Ouais, très beau film. Oui. Et nous sommes toujours mitigés. Ça ne change pas toujours, puisqu'il y a toujours Mufasa, Vaiana 2, Captain America Brave New World, Bridget Jones folle de lui, A Real Pain, le film de Jesse Eisenberg. Et par contre, on déconseille toujours fortement, mais vous ne nous écoutez pas puisque le film est un succès. Oui. God Save the Tuche. The Truche. Non, mais parce qu'en fait, j'ai un petit jeune cette semaine et je le voyais regarder, je disais, mais c'est bien. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, j'ai hâte d'aller voir le 5e au cinéma, je dis. Là, c'était l'infirmier qui parlait, je dis, ah d'accord, je n'ai pas vu un. Voilà. Bref. C'est un petit jeune, vraiment d'une vingtaine d'années qui apprécie ça. Et écoute, peut-être que c'est ses visiteurs à lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, voilà. Du côté des films sortis la semaine dernière, on va évoquer 3 films. La grosse sortie Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho. Le Secret de Kéops, premier film réalisé par Barbara Schulz. Et enfin Black Dog, réalisé par Kuhn, je crois. Comment tu dis? Je retrouve le nom, mais je crois que c'est ça. Non. On va commencer par la grosse sortie, Mickey 17, mon cher Guillaume. Oui, alors Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho qui avait été maintes fois retardé. On n'a jamais trop su pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il avait envie vraiment de peaufiner son film, je pense. Eh ben, moi j'ai trouvé qu'on était pas loin j'allais dire de la perfection, puisque ce film, je trouve,
tient absolument toutes ses promesses. C'est une grosse crotte de nez à l'Amérique moderne, je trouve. Oui. Mais sans oublier de parler de sujets comme tout ce qui est clonage, eugénisme, l'exploitation au travail, beaucoup de sujets. Peut-être, s'il y avait un défaut à relever, peut-être trop de sujets à des moments qui ne sont pas forcément traités. Comment ça s'appelle Robert Pattinson est vraiment excellent. Il joue un double rôle, Mickey 17 et Mickey 19. 18, pardon, autant pour moi. Et il incarne en fait brillamment, je trouve, ces deux personnalités. Il y a Mark Ruffalo qui est à noter également dans cette interprétation qui est, non sans rappeler évidemment, on va dire, ça rappelle Donald Trump, mais ça rappelle un peu tous les mégalomanes un petit peu qu'on a tendance à voir. Ouais, c'est un homme politique mégalo, tendance très fascisante. Oui, en fait, pour expliquer, c'est comme si la Scientologie avait financé un programme de Elon Musk et avait envoyé Donald Trump sur une autre planète. Voilà, un petit peu. Oui, c'est un peu ça. C'est typiquement ça. Et que la main d'œuvre, en fait, c'était des gens qui sont imprimés, qui sont envoyés à l'abattoir et puis réimprimés. Voilà, justement, ils ont juste un. C'est ça qui est surprenant, c'est que est-ce qu'il y en a qu'un parce qu'ils n'ont pas pu en trouver d'autres? Non, parce que sinon c'est pas politiquement correct. Ouais, tu vois, ouais. Il y a encore un peu des réticences justement. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'avais pas parlé avec toi précédemment. Ça montre aussi l'incapacité par moment à prendre des décisions au niveau des lois. On voit que le cas de Mickey, des remplaçables, est un sujet qui n'arrive pas à prendre de décision vraiment. Tout le monde est quasiment contre, mais personne n'interdit en fait. Personne n'interdit parce que en fait, on exploite sa vie. Ce personnage meurt et revient au fur et à mesure jusqu'à ce que se passe quelque chose. En tout cas, le film est magnifique, que ce soit en sa photographie, sa réalisation, ses effets spéciaux. Une fois de plus, Bong Joon-ho, en fait, est dans traite de ses sujets de prédilection. C'est les classes sociales, l'écologie et la condition animale. On a tout. Même si, je pense que Kevin, là, toi, tu vas pouvoir réagir dessus. Moi, j'ai eu cette sensation, mais pas de manière négative. On est si vous connaissez la carrière du réalisateur, on est dans un énorme melting pot de tous ces films. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien. Mais Kevin va nous donner son avis. Moi, j'ai passé un très bon moment devant le film parce que, excusez-moi, le casting est formidable, la réalisation est dingue, comme d'habitude avec Bong Joon-ho. Mais c'est vrai que le film ressemble un peu à un CV montré aux Américains en mode, vous voyez ce que je sais faire. Et du coup, si on a déjà vu des films de lui, on se dit, bah oui, on savait que tu savais faire ça. Et du coup, j'ai trouvé que le film, il tarde un peu à décoller. Pour ma part, je ne trouve pas. C'est vrai. Mais pour donner un exemple, le titre du film apparaît au bout d'une demi-heure. Oui, mais il apparaît ouais, mais après, je suis pas d'accord parce qu'il apparaît d'une certaine manière. Ça a l'air peut-être plus un clin d'œil, non? Non, en fait, le titre est intégré carrément à la narration. Oui, c'est pour dire que la machine est lancée, quoi. C'est intégré à la narration. En fait, la première demi-heure est un peu lourde dans le sens qu'on va vraiment vous expliquer tout le concept en une demi-heure. Et à la fois, il y avait besoin. Il y a besoin, mais avec cette voix off qui va vous raconter un événement au début, qui va dire attendez, faut que je remonte en arrière pour vous. J'avoue que moi j'ai un peu de mal avec ce genre de narration. Dès qu'il y a une narration comme ça, notre ami Kevin n'y arrive pas. Moi ça me dérange pas, non? Moi non plus. C'est même une narration que j'apprécie à base de flashback et tout ça. Mais c'est le flashback puis le côté voix off un peu comique en disant attends, faut que je revienne tout ça. Ça a l'air d'être assez léger quelque part. C'est très divertissant. Voilà. C'est assez drôle parce que par exemple ils se prennent pas au sérieux. C'est plus une comédie. Attention, pour moi c'est vraiment une comédie. Petit spoil, c'est qu'à un moment où ils arrivent sur la planète, ils se rendent compte qu'ils envoient le fameux Mickey pour tester l'atmosphère. Mickey combien? C'est le 17 non, justement parce que c'est le moment où je sais plus combien c'est. C'est peut-être limite Mickey 2 ou 3. Je crois que c'est le premier ou le deuxième. D'accord. Et en fait, ils testent l'atmosphère est donc toxique et en fait, ils le gazent après avec l'oxygène de la planète pour trouver un remède. Et en fait, c'est sous forme de clip show et en fait, c'est très drôle. Moi, j'ai trouvé. Ouais. Non mais voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que le film quand même était peut-être, et c'est peut-être pour ça c'est le côté américain, un peu trop sage. Il y a des moments où il aurait pu lâcher les watts, un peu plus. J'ai l'impression que si ça avait été un film qu'il aurait fait en Corée,
il serait vraiment parti très 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 loin. Et à la fois, il n'aurait délire. pas eu les mêmes moyens non plus. S'il l'avait fait en Corée, ça n'aurait pas été le même film parce que là, il y a des moyens et ça se voit. Il y a des bons effets spéciaux. Donc, puis voilà, il y a de l'action, il y a énormément de comédie. C'est vraiment une comédie avant tout. Peut-être pas trop d'émotion. Notamment la fin, je pense à la comédie, quand il y a une révélation qui va passer, vraiment c'est très drôle. Il doit faire passer un message à un moment à sa copine et ça passe par un truc vraiment... j'étais mort de rire. Moi, c'est vrai que c'est... Mais le film est très drôle, mais par contre en termes d'émotion, je sais que chez certaines personnes, surtout une personne avec qui j'étais accompagné pour voir le film, qui m'a dit oh là là, la fin me donne des frissons. Moi j'étais là en disant ah ouais. Ça marche bien. C'est peut-être pas trop, je sais pas, peut-être que c'était pas trop ma camp, je ne sais pas. Mais sinon, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est pas mon Bong Joon-ho préféré. J'ai vraiment été séduit par d'autres. Il pourrait l'être dans le top 3, je pense, largement. D'accord. Moi, j'ai bien envie de le voir, en tout cas. Ouais, il vaut le coup d'œil. Soyons clairs, c'est le meilleur film à voir en ce moment si vous voulez du spectacle. Ça, c'est clair. Autre sortie que tu as pu voir, Vincent, c'est Le Secret de Khéops. Moi, je me suis franchement régalé avec Le Secret de Khéops, la première réalisation de Barbara Schulz, avec évidemment Fabrice Lucchini que j'adore, qui est vraiment un acteur pour moi incroyable, et qui là finalement, alors ça peut paraître assez grandiloquent de dire ça, mais c'est vraiment un petit film d'action et d'aventure. Certes, il faut pas s'attendre à des effets spéciaux incroyables ou des grandes scènes d'action, mais de l'action et de l'aventure, il y en a, et on suit de manière haletante cette course au trésor qui est en fait la recherche du trésor de, alors j'allais dire une bêtise, je sais plus, c'est de Ramsès, je crois. Non, c'est de Khéops, non? Non, mais oui, Khéops, t'as raison, oui. Mais parce que Khéops, c'est aussi au départ, c'est une des 3 pyramides qui se trouvent donc en Égypte. C'est la plus grande. Je crois que c'est la plus grande. C'est la plus grande des 3, oui. C'est ça. Il y avait un film qui s'appelait La Terre des Pharaons, je crois, qui venait là-dessus. Un film de Howard Hawks, si je dis pas de conneries, qui était excellent. Bon, ça a souvent fait couler beaucoup d'encre et de pellicules, ce genre de film sur les trésors des momies, enfin des pharaons, etc. Et les malédictions. Les malédictions qui peuvent courir d'ailleurs. Et donc on suit avec beaucoup d'intérêt cette course au trésor qu'instille le passionné donc professeur Robinson, il me semble, qui est donc Fabrice Lucchini, et qui entraîne à sa suite son petit-fils et sa fille, qui sont eux aussi de la partie on va dire archéologique, puisque sa fille elle travaille à la DRAC, le gendre est directeur du musée du Louvre, où se déroule une bonne partie de l'intrigue et de la recherche du trésor aussi. Et il y a des rebondissements tout au long de l'histoire. Encore une fois, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment pas surfait, c'est pas surjoué. C'est très bien joué par chacun des acteurs. Et franchement, on rigole aussi beaucoup. Donc c'est un très bon divertissement que j'engage tout un chacun à aller voir si vous voulez passer du bon temps, parce que en plus c'est émouvant. Il y a un côté très émouvant par le jeu des acteurs justement, et par le côté familial de cette équipe qui est à la recherche du trésor, avec encore une fois plein de petits rebondissements et des chassés-croisés au niveau des personnages, assez bien vus, assez légitimement construits au niveau du scénario. Je trouve que c'est assez malin dans la conception du scénario. Donc on passe un très très bon moment, et encore une fois, je vous invite à aller voir ce film qui vaut la peine d'être vu. Voilà. Le Secret de Khéops, toujours en salle. Et puis pour finir, Black Dog, du coup réalisé par Guan Hu, qui est un film chinois disponible au Victoria et à l'Astrée, qui est une sorte de western moderne qui se passe dans le désert de Gobi, où un ancien détenu retourne chez lui dans un village complètement désolé. Enfin, en tout cas, il y a très 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 peu d'habitants, et il y a la particularité, c'est que ça se passe en 2008, un mois avant le lancement des Jeux Olympiques de Pékin.
Et donc du coup, il y a une sorte d'effervescence qui est en train de se créer, et en même temps, la ville essaye de préparer, enfin de se donner une belle image. Et donc pour cela, il faut chasser tous les chiens errants qu'il y a dans cette ville, et il y en a énormément. Et donc du coup, cet ancien détenu va se donner, il va avoir la possibilité de chasser ces chiens errants. Et évidemment, comme on peut s'y attendre, il va se lier d'amitié avec un chien errant qui va commencer par le mordre plusieurs fois quand même. Et craignant qu'il ait la rage, c'est une des scènes au début qui est très amusante. Craignant qu'il ait la rage et que du coup, vu que le chien l'a mordu, il va passer une semaine en quarantaine avec le chien. Parce que son pote lui dit, si le chien a la rage, à la fin de la semaine, il meurt. Donc, tu sauras très très bien s'il a rage ou pas. Donc, il y a une sorte de petit clip show comme ça où pendant une semaine, il va vivre avec le chien. Et forcément, c'est à ce moment-là que le lien avec l'animal va se créer. Le film a une photographie à tomber. C'est vraiment, c'est sublime, c'est magnifique. Il y a énormément de décors, de paysages désertiques qui sont formidables. Et en même temps, il y a cette ambiance limite post-apo. Le personnage est tout le temps à moto. C'est un motard vraiment chevronné. Il va créer même du coup une sorte de sidecar pour pouvoir mettre son chien à côté. Donc voilà, c'est amusant. Et il y a toujours ce lien entre l'animal et l'homme. Est-ce que l'animal est le meilleur ami de l'homme? Bon, là, en l'occurrence, oui. Et du coup, c'est vraiment le cœur du film, puisque même si on est dans un univers assez désolé et qu'il y a énormément de violence, le film fait en sorte que la violence n'est jamais montrée à l'écran. C'est-à-dire que dès lors que vous voyez qu'il va se passer quelque chose avec un chien errant qui va se faire attraper ou quoi que ce soit, ça va se passer pile poil derrière un mur. Dès lors qu'un chien errant va attraper un lapin, vous voyez courir, hop, et pile poil le moment où il va attraper le lapin, et ben c'est le moment où ça va être hors champ, et ensuite le chien va revenir. On sent très suggestif. Voilà, on sent que la violence est là, mais c'est pas nécessaire de la montrer. Le cœur du film, c'est vraiment. C'est souvent d'ailleurs plus impressionnant quand on ne montre pas les choses, qu'on les suggère. Oui, voilà, mais là on sent vraiment que c'est en mode le cœur du film, c'est la beauté de cette relation entre l'homme et l'animal. Le reste, c'est du contexte. Et ce n'est là que pour appuyer finalement cette belle histoire. Donc franchement, c'est un bon film chinois. Je vous le conseille chaudement. Du coup, au Victoria Lastrée, il sera encore disponible cette semaine. Et il avait obtenu le prix Un certain regard au Festival de Cannes l'année dernière. Voilà. Et Guillaume, je sais qu'il ira le voir. Et j'avais vu des films chinois au fait dernier Festival de Cannes. D'ailleurs, ils aiment beaucoup filmer. Il y a beaucoup maintenant de réalisateurs chinois qui mettent en avant leur paysage, je trouve. Et qui subliment leur photographie, oui. Et on se rend compte que c'est vraiment, il y a des coins paumés là-bas, je l'aurais pas cru. Ah oui, non mais c'est clair. Non, c'est là où on a l'impression qu'on est vraiment au milieu de nulle part, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est tout pour finalement. On vous conseille 3 films cette semaine. C'est ça qui est formidable. Il n'y a pas de fausse note. Formidable. Eh ben, écoutez, nous allons parce que l'heure file, nous allons passer à la deuxième pause musicale et puis ensuite nous irons sur le focus sur Steven Soderbergh, petit lapsus. Et en deuxième pause musicale, on va s'éclater sur du A Little Less Conversation de Elvis Presley, remixé pour Ocean's 11. On revient tout de suite après. Votre radio au cœur du territoire. C'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com, et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Salut. Pour la dernière partie de l'émission de cette semaine consacrée à Steven Soderbergh, un réalisateur qui peut-être ne vous dit rien, mais vous avez forcément vu un film de lui puisqu'il a réalisé en 30 ans 35 films. Très prolixe, on peut le dire. Et pourtant, il s'est mis en pause. Il a réussi à se mettre en pause quelques années. Il a rattrapé son retard. Alors, Steven Soderbergh, sans plus tarder, c'est d'abord un aficionados du montage. Il a commencé par le montage avant de faire des courts-métrages et des documentaires. Il s'est fait remarquer, par ailleurs, en Louisiane, à Bâton Rouge. Après avoir fait un petit passage à Los Angeles, et puis il a fait un court-métrage pour parler de toute la déception que lui avait évoqué son court séjour à Los Angeles, et c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Comme on comprend. Ouais. Mais bon, on peut dire que finalement, ça a bien réussi d'être déçu.
Il a commencé bien évidemment par son premier film, Sexe, mensonges et vidéos, qu'il a quand même écrit en seulement 8 jours, mais qui lui a quand même valu la Palme d'Or du Festival de Cannes de 1989. Mine de rien, premier film, Palme d'Or, c'est déjà quand même pas mal, et c'est donc encore à ce jour le plus jeune réalisateur, après Louis Malle, à avoir la Palme d'Or à Cannes. Et je pense que fut un temps, je crois que Xavier Dolan aurait pu briguer ce prix-là, mais finalement Xavier Dolan n'a jamais eu accès à la Palme d'Or. Et oui, Guillaume. Et c'est tant mieux. Non, parce que j'aime pas beaucoup Xavier Dolan. Oui, j'aime bien. Après, du coup, après cette reconnaissance mondiale, il fait plusieurs films indépendants, Kafka, King of the Hill, À fleur de peau, Schizopolis ou encore Grey's Anatomy, mais G-R-A-Y, ne pas confondre avec la série. Et on va dire qu'il devient assez connu au point de vue du public dès lors qu'il se lance pour la première fois avec un grand studio pour le thriller Hors d'atteinte avec George Clooney et Jennifer Lopez, un film que j'aime beaucoup. L'avez-vous vu ? Je ne l'ai jamais vu, moi, mais en plus, j'évite les films avec Jennifer Lopez, en règle générale. Oui, mais là, elle joue très 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 bien. C'est vraiment ça arrive un film. C'est plaisant, non, c'est plaisant. Ce film est assez intéressant d'un point de vue de l'action qui s'y déroule, voilà. Et puis surtout, ce film a une particularité, c'est que techniquement, il fait partie du même univers que Jackie Brown. Puisque le personnage de Michael Keaton dans Jackie Brown est aussi dans Hors d'atteinte et aussi interprété par Michael Keaton. Il y a aussi un petit caméo de Samuel L. Jackson. Alors, justement, est-ce que c'est le même rôle ou pas ? C'est la manière aussi de dire que Quentin Tarantino et Soderbergh font partie de la mouvance du festival, du cinéma indépendant américain. Des années 90, voilà. Qui a vraiment... Et d'ailleurs, ils ont tous les deux, on en parlait tout à l'heure, la bande-son est assez importante pour chacun d'eux, et avec des tubes, je dirais, de musique assez accrocheurs qu'ils arrivent à distiller dans leurs films, je trouve. Ils ont un peu ce parallèle-là. Tout à fait. C'est le grand mal de notre siècle à l'heure actuelle, je trouve ça, justement. Mais c'est un autre sujet. Maintenant on l'utilise trop. C'est ça. Oui, mais à l'époque c'était un peu original. C'était à bon escient. C'était à bon escient. Après ce bon succès qui est Hors d'atteinte, il fera hélas un échec au box-office, mais plutôt un bon succès critique pour l'anglais avec Terence Stamp, qui est un film que tu as vu du coup, Vincent. Oui, j'ai vu il y a très longtemps et que j'avais bien apprécié, mais je voulais dire une chose par rapport à ce film l'anglais, justement, que ça me faisait beaucoup penser à un film de 79 qui s'appelle La Loi du Milieu avec Michael Caine, qui est un anglais aussi qui fait partie du milieu et qui sort de prison et qui cherche en fait à trouver les responsables de la mort de son frère. Alors là, dans l'anglais, c'est sa fille, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, je veux dire, c'est quand même assez mince et c'est assez proche. Donc je me demande s'il n'y a pas une forme de dommage, peut-être dommage, et puis d'inspiration, on va dire. Entendu. Ensuite, c'est la consécration pour Steven Soderbergh en 2000 pour un film que tout le monde connaît, mais peut-être que tout le monde n'a pas vu. C'est Erin Brockovich, Seul contre tous, qui permettra à Julia Roberts de gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Film très très connu puisque adapté d'une histoire vraie qui avait quand même marqué à l'époque, c'est-à-dire Erin Brockovich qui s'était élevée seule contre la Pacific Gas and Electric Company. Intoxication au chrome, Tout à fait. Donc on avait eu même la même histoire avec le Téflon qui avait été adapté récemment avec Mark Ruffalo, Darkwater. J'ai pas vu, oui, mais excellent. Et le Téflon c'était contre du coup la société DuPont. Nous on dit Dupont, mais apparemment vu que c'est américain, faut dire DuPont. Et là du coup c'était Erin Brockovich contre la PGE. C'était un combat passionnant, un biopic qui a beaucoup marqué. Ça marque les esprits de toute façon, le pot de fer contre le pot de terre. Ce film. Après l'Oscar de la meilleure actrice, je ne suis pas sûr. Aaron Eckhart est très surprenant en biker. Il est très bien. Ça le change de maintenant. J'ai dû dire, mais sa tête me dit quelque chose. Et après, j'ai vu Aaron Eckhart. Tu t'es dit, mince, il est bon maintenant. Mais oui. Après The Dark Knight, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour cet acteur ? Je suis d'accord. Je sais pas. Ensuite, Soderbergh, quand même, pour son 10e long métrage, quand même 10e déjà en 2000, il signe un film choral et quand même très 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 solide, Trafic, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur réalisateur avec un casting de dingue. Donc on a Benicio del Toro qui remportera l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas,
Non, il n'y a pas Penelope Cruz. Je ne sais plus. Non, je dis une bêtise, il n'y a pas Penelope Cruz. C'était dans Hors d'atteinte. C'est déjà pas mal, je crois. Oui, c'est Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, oui, Hors d'atteinte. Mais Trafic, oui. Don Cheadle, voilà. Don Cheadle aussi. Qui est un acteur assez récurrent dans la filmographie de... Ah oui, à partir de Trafic, d'ailleurs. Exactement. Un film que j'avais beaucoup apprécié. Alors moi aussi, très complet. Mais il m'a laissé aucun souvenir. Mais c'est terrible. Exactement. C'est un film qui se laisse bien suivre, mais parce qu'il y avait plusieurs facettes qui se développaient du point de vue de chacun des personnages au sein de cette histoire autour du trafic de drogue. Et comme je disais, Benicio del Toro là, il avait joué aussi un rôle plus que marquant dans Sicario. Qui était un peu proche à mon sens de celui-ci. C'est pas pareil du tout. Non, Sicario, disons que c'est dans la même ambiance. Voilà. Oui, voilà. Dans le même. De toute façon, Benicio del Toro nous l'a dit. Dès lors que vous voyez un film de drogue, je suis généralement dedans. Drogue mexicaine. Voilà. Je suis catalogué dans ce genre-là. Heureusement ou malheureusement, je sais pas comment se dire. Dans le Bond, en plus, il y avait le trafic de drogue. Oui, mais c'est ça. La même année, du coup, Steven Soderbergh, en 2000, il fonde avec son meilleur pote George Clooney la société de production Section 8. Et le premier film qu'ils produisent ensemble, c'est un film très peu connu, Ocean's 11. Donc, premier volet de la trilogie de Danny Ocean qui réunit... Je crois à l'époque qu'on était tous baba devant la taille du casting. C'était l'un des plus beaux castings quasiment jamais réunis pour un film. Ouais, et c'était savoureux aussi. Et on se disait tous... on n'avait pas eu un casting comme ça, j'ai envie de te dire, depuis... je sais pas, peut-être le jour le plus long, un truc comme ça, un truc vraiment énorme. Mais ce qui était quand même dingue, c'est qu'on se disait, mais ça va se planter parce que c'est juste sur le casting. Et en fait, le film est très bon. En fait, j'ai l'impression que quand on voit le film, les acteurs s'amusent énormément. C'est ça. Il y a de l'alchimie. Il y a une bonne alchimie, voilà. Et chacun a son temps d'écran, ce qui est peut-être un peu moins respecté dans les suites. C'est vrai. Notamment dans le 3e, mais je veux dire, chacun a l'air d'être content d'être là, son petit rôle à jouer, son petit moment de gloire. Chacun a sa personnalité. Puis c'est une histoire plutôt sympathique. Parce que ça se suit bien, c'est drôle, il y a de l'enjeu, tout ça, c'est sympa. J'avoue, ma préférence va pour le 2, que je trouve complètement fou. Qui est Julia Roberts qui joue Julia Roberts. En fait, je trouve qu'il y a un ventre mou au milieu. Le coup on vole, mais on vole pas. J'étais un peu déçu, moi. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs rôles à l'international de Cassel dans Ocean's 12. Avec cette séquence de capoeira. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas son meilleur. Là-dessus, je suis pas. Ouais, à l'international. Avec ce Mr. Russian. Quand il se double, il fait comme ça. Non, franchement, la trilogie Ocean's. Même le 3, il passe, je veux dire. Ouais, un petit peu moins, mais il passe. Qui est remake du coup de L'Inconnu de Las Vegas, qui était un film avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr., qui, je vous l'avoue, est vraiment pas top. C'est le problème du film de braquage où le plan se déroule sans accroc. Du coup, on se dit, d'accord, bon, ok, next. Et puis quand même, après ce grand succès qu'est Ocean's 11, il se lance dans des projet assez risqué avec Full Frontal que je n'ai pas vu avec Julia Roberts, qui est un film principalement tourné en caméra DV et filmé à l'épaule, qui je pense complètement passé inaperçu. J'arrive même pas à visualiser une affiche ou quoi que ce soit. Je connais pas. Moi non plus, mais en fait je suis après me dire que Danny Boyle s'est inspiré de ça en fait pour 28 jours plus tard. Peut-être, sans doute. Oui, parce que c'est en même temps, 2002. Oui, 2002, c'est quasiment en même temps. 2003, oui, c'est quasiment. Non, mais il est sorti en 2002 et l'autre en 2003, donc je pense que Danny Boyle ils ont dû s'entretenir ou un truc comme ça, ouais. Possible. Et puis Solaris avec George Clooney, qui est donc le remake du classique de Tarkovsky, qui ça va loin en termes de. J'ai toujours voulu le voir. Pareil. Et je l'ai jamais vu. Mais je veux voir l'original. Moi, je voulais voir le premier avant. J'avais vu l'original et c'est bon, c'est un immense réalisateur russe, Andrei Tarkovsky. Bien sûr. Et c'est particulier quand même, mais j'ai un peu pas trop de souvenirs quand même, mais bon. J'ai pas vu le remake là. Le remake, je crois j'ai toujours entendu que il s'était fait défoncer quoi.
Et puis, dans les années 2000, entre les différents volets de la saga Oceans, il va signer aussi pour le studio Warner The Good German, un film d'espionnage en noir et blanc où il retrouvera George Clooney, mais cette fois-ci avec Cate Blanchett. Toujours voulu le voir. Et Tobey Maguire, pareil, qui a été un échec total parce qu'on revenait vraiment sur le film noir, qui avait la particularité du coup de parler de l'Allemagne, mais juste après la guerre. Donc, mais je confonds toujours avec Good Night and Good Luck and Good Night. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est Clooney, oui, qui avait fait. Et puis, en mai 2008, il revient à Cannes en compétition, cette fois-ci pour un biopic sur Che Guevara avec Benicio del Toro en 2 parties. Un film que tu as vu, enfin 2 films que tu as vu. Je les ai vus, ouais, j'étais au lycée, en plus j'avais fait tout un truc sur la révolution cubaine. Moi je trouve que c'est ses meilleurs films. J'ai envie de dire que, Benicio del Toro était né pour incarner Che Guevara. Le premier, ouais, est bien parce qu'en plus c'est tout ce qui est la libération de Cuba, tout ça, et ensuite le parcours de Che Guevara qui s'entremêle évidemment avec Fidel Castro. J'ai souvenir que le deuxième était un petit peu plus long, mais une fin très chargée en émotions en tout cas. Ce que j'ai apprécié aussi, et à la fin il meurt. Oui, mais de manière. J'adore ces spoilers-là. Ouais. Non, mais je veux dire, par contre, je sais qu'ils avaient pas mal galéré pour tourner. Ils avaient tourné dans la jungle et tout ça. En plus, Benicio del Toro doit jouer Che Guevara qui est en pleine crise d'asthme, qui a pas sa ventoline. Vraiment, c'est prenant. Ces 2 films, et je vous les conseille vivement. Est-ce qu'il y a la chanson? Non. Che Guevara. Qui se queda. Non, il n'y a pas, non. Bon, je me mettrai la chanson pendant que je regarderai. Nathalie Cardone, non? C'est ça. Oui. C'est ça. Toi-même, tu sais. Oui. Et puis, il va retrouver Matt Damon pour 2 autres films. Une comédie d'espionnage, The Informant, qui aura un bon petit succès au box-office. Et puis, Contagion, qui a été un vrai carton, pour le coup, avec encore une fois un casting de dingue. Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Jude Law et Laurence Fishburne. Un film que je n'ai pas vu du tout. Alors, ça m'a jamais donné envie. Je l'ai jamais vu. Dis-toi qu'on nous conseillait... c'était un infectiologue, je crois, ou je sais plus quoi, qui nous conseillait de le voir, que c'était un des plus réalistes s'il y avait un virus. Et en fait, le film avait pas mal marché en temps normal, mais il a explosé les records de Netflix pendant le Covid. Mais quelle idée! Et il a été vraiment vu et revu dans tous les sens, et visiblement, il est assez réaliste. Et puis après, en 2012, il enchaîne avec un film d'action et d'espionnage Piégé avec l'ex-championne Gina Carano, un film qui séduit la presse et le public. Pour ma part, c'était très très moyen, voire même très ennuyeux, donc je vous le conseille vraiment pas. Et puis là, par contre, on va parler de Magic Mike. Tu te moques, mais avec Channing Tatum. C'est pas mal, Magic Mike, hein, vraiment. Mais je te crois. Ça raconte en partie l'histoire de Channing Tatum, justement son parcours quand il était jeune. Puisqu'il était stripteaseur. Alors c'est un jeune en fait qui débarque un peu dans ce monde-là. Donc c'est lui qui représente en fait Channing Tatum jeune, mais il y a pas mal de questionnements. C'est un parcours de jeune un peu paumé, tout ça. Et puis il y a quand même Matthew McConaughey avec un string éléphant, tu sais. D'accord. Ouais, non, c'est à voir, hein, vraiment. Et donc, Soderbergh a réalisé le premier et le 3e volet. Alors, le 3e, je pense qu'il n'est là que pour les scènes de danse, parce que le 3e est une purge. Oh, d'accord. Et le deuxième, tu conseilles, qui est pas réalisé par Soderbergh. Le deuxième, en fait, est rigolo, parce qu'il continue, et c'est un road trip, c'est un peu gras, mais c'est sympathique. Mais le 3e, non, est vraiment absolument est une purge. Je sais pas pourquoi il est signé Soderbergh, sachant que je crois que c'est Tatum qui a réalisé La peur des scènes. Et je pense que les scènes de danse ont été réalisées par Soderbergh parce que justement elles sortent du lot. D'accord. Le film est abject. Et la même année que le premier Magic Mike, c'est ça qui m'a surpris, c'est que Soderbergh s'est dit, je vais être réalisateur de seconde équipe pour Hunger Games. Oui, ça m'a surpris aussi. Mais il n'est pas producteur en même temps, peut-être? Sans doute. Mais alors, réalisateur de seconde équipe, c'est ça qui est impressionnant. Je pense, tu vois, que pour Magic Mike, il doit être le 3e, il devait être de seconde équipe et ils se sont dit, ça fera peut-être plus d'entrées. C'est vrai. Et puis ensuite, en 2013, il va proposer un 25e film et dire qu'il va arrêter sa carrière. Donc ce 25e film, c'est Effets secondaires, donc un film avec Catherine Zeta-Jones, Jude Law, Channing Tatum et Rooney Mara. Un film du coup sur l'industrie pharmaceutique.
Et il annonce qu'il arrête sa carrière, chose qui ne va pas durer très 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 longtemps, puisqu'il va enchaîner avec un téléfilm, mais que nous on connaît plutôt en tant que film, puisqu'il a quand même été présenté à Cannes, et puis nous il est sorti au cinéma. C'est Ma vie avec Liberace, avec Michael Douglas et Matt Damon, qui est donc un biopic sur ce pianiste très connu. C'est showman de la, c'est le qu'on grand showman réduit de la... souvent en disant que c'est le Klederman américain. Oui, c'était ces grands showman américains, tout ça, on pourrait le comparer un petit peu à Elvis, tu vois. Enfin, c'est les mecs qui avaient élu Résidence, qui étaient des figures. Ils ont marqué Las Vegas. C'était des figures de Las Vegas. Il y en a d'autres. Ouais, il y a un peu Tom Jones aussi, tu sais. Tom Jones, c'est figure de Las Vegas. C'est un peu pareil, quoi. Sauf que bon, là, c'est un parcours un peu plus déluré, on va dire. Et puis après, on va dire que même s'il n'a jamais arrêté de faire des films, il connaît une poursuite de carrière un peu plus timide avec Logan Lucky, qui est un film de braquage. Ah, j'aime beaucoup, moi. Ouais, j'ai bien aimé, moi aussi. Ah, ça fait très frère Cohen, par contre, ce film, je trouve. Ah, mais j'ai lutté contre le sommeil. Notre James Bond, Daniel Craig. Daniel Craig, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Daniel Craig. En méchant. Qui joue dedans. Il y a Adam Driver, Channing Tatum, il y a, je crois, Hilary Swank à la fin. Ouais. Qui joue d'ailleurs un rôle pas très sympathique, effectivement. Oui, et j'ai vraiment bien aimé. Mais ça lorgne un peu, je trouvais, du côté des frères Cohen. Il y a un côté un peu bébête des fois. C'est un peu les pieds nickelés. C'est peut-être pour ça que j'ai pas adhéré au film, c'est que tous les personnages sont idiots en fait. Et moi j'ai du mal avec ça dans l'aspirateur. Non mais c'est plus proche alors entre parenthèses, je trouve que c'est beaucoup plus proche de la réalité justement de présenter un truc comme ça où justement il y a plein de choses qui viennent s'immiscer dans le plan envisagé et c'est plus proche de la réalité ça. C'est quand tout se déroule parfaitement, ben ça c'est dans les films. Bien sûr. Dans la réalité, on sait bien que il y a toujours un problème. C'est vrai. Et puis, il va faire un film en iPhone. Et après, il va énormément collaborer avec les plateformes de streaming, avec Netflix en particulier, pour un film sur la NBA ou encore un film sur les Panama Papers, The Laundromat, que j'avais vu, qui était assez amusant. C'est une sorte de Big Short, mais en moins bien fait. Mais voilà, pour du Netflix, c'est sympa. Il y a Antonio Banderas dedans. Et puis, récemment, est quand même sorti un thriller horrifique, Présence, il y a un mois, qui avait la particularité du coup d'être un film d'horreur du point de vue de la présence fantomatique. À ce qui paraît, c'est assez réussi. C'est sorti cette année, ça. Ah oui, il y a 2 mois. Très mal distribué. Très très mal distribué. Enfin, si, il y avait quand même quelques séances par chez nous, mais c'est vrai que le film est un peu sorti en catimini, mais du peu de gens qui l'ont vu, ils ont dit que c'était quand même à noter. Et puis là, du coup, Soderbergh revient dès demain pour un film d'espionnage. Là encore avec un casting de haute volée. Ouais, là, il nous a menti, alors il n'a pas arrêté. Finalement, il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Et il a toujours aussi continué à travailler sur la télé avec beaucoup de séries comme alors je sais pas comment ça se prononce. The Knick, voilà. Avec Clive Owen, qui jouait du coup un chirurgien. L'un des pontes de la médecine. Oui, j'avais regardé un petit peu. J'avais pas continué, mais c'était pas mal. Enfin voilà. Steven Soderbergh, du coup, une carrière vraiment très éclectique, un touche-à-tout monumental. Et producteur aussi. Très, très grand producteur. Il a produit, par exemple, beaucoup de films de son pote George Clooney, Syriana, Good Night and Good Luck, justement, dont on parlait tout à l'heure, enfin, ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Mais Soderbergh, ça a des connotations plus de pays nordiques. Sans doute. Donc, et puis je sais pas, il a un physique qui se prête bien à ça aussi. Je trouve qu'il ressemble à, vu que maintenant il est chauve, je trouve qu'il ressemble à Moby. Oui, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Un peu de ça. Ouais. D'accord. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir la filmographie de Steven Soderbergh ou d'aller découvrir son nouveau film qui sortira demain, qui ma foi a l'air très 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 intéressant. Avant de se quitter sur une dernière pause musicale, le programme de la radio demain, 3 émissions, une émission spéciale Studio Alp Academy de 11h à midi, puis ensuite l'émission Le Jeu du Mouvement présentée par Joe de 12h15 à 12h30 et enfin l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. D'ici là, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va se quitter sur du Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road, tiré du film Erin Brockovich, Seul contre tous. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée.